Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'HTIC ou l'hypertension intracrânienne aiguë. On vous prévient que c'est un cours très long et qui nécessite beaucoup d'explications. Donc, Inch'Allah Rabbi aouna, pour pouvoir bien le comprendre. On va commencer par un rappel neuroanatomique. C'est quoi? Brièvement, l'anatomie du système nerveux. Le système nerveux est constitué de trois parties. Un système nerveux central ou névrax, un système nerveux périphérique et un système nerveux végétatif. Ce dernier est constitué de deux systèmes, sympathique et parasympathique. Le névrax, quant à lui, est constitué du cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière. Le cerveau, c'est bien l'ensemble du télencéphale et le diencéphale. Le télencéphale étant les deux hémisphères cérébraux droit et gauche. Sans oublier que le système nerveux central, qui va nous intéresser dans ce cours de l'hypertension intracrânienne, est situé en intracrânien, c'est-à-dire dans une boîte crânienne inextensible, avec la moelle épinière qui est située dans le canal rachidien. Donc finalement, le système nerveux contenu dans la boîte crânienne, c'est bien le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le liquide céphalorachidien ou céphalospinal est le liquide dans lequel baigne le névrax. Il circule dans deux compartiments différents. Un compartiment encéphalique, fait de ventricule, et un compartiment extra-encéphalique qui correspond aux espaces sous-arachnoïdiens. Le LCR est constitué au niveau du plexus choroïde, qui est un ensemble d'amas de vaisseaux sanguins situés au niveau des ventricules. Ce système ventriculaire qui creuse l'encéphale ou qui occupe son centre se constitue de 4 ventricules reliés par des canaux. Il se continue au niveau de la moelle épinière par le canal épendymère. On distingue deux ventricules latéraux, occupant le centre des hémisphères cérébraux, droit et gauche. Ces ventricules latéraux sont tous les deux reliés au troisième ventricule par les trous de Monro au niveau du diencéphale. Le troisième ventricule est relié au quatrième au niveau du tronc cérébral par l'aqueduc de Sylvius. Le LCR va sortir à travers le trou de Magendie pour gagner les espaces sous-arachnoïdiens, pour s'introduire entre l'apimère et l'arachnoïde. Le LCR, finalement, sera résorbé au sommet du crâne, au niveau des granulations arachnoïdiennes de Pacchioni. J'aimerais bien donner quelques rôles de ce liquide que le bon Dieu a créé. Premièrement, il assure la protection mécanique
de ce parenchyme cérébral fragile contre les traumatismes ou les contusions. Il permet l'évacuation des déchets toxiques pour le système nerveux central. Il intervient dans la régulation de la pression intracrânienne, rappelez-vous dans ce cours d'HTIC, qui constitue un mécanisme compensateur de l'hypertension intracrânienne. Il assure le transport de quelques particules et molécules telles que les hormones entre deux régions éloignées ou distantes dans cet énorme système. Avant d'aborder la définition de l'HTIC aigu, il faut connaître la physiologie neurologique. Au niveau de la tête, on a un contenant et un contenu. Le contenant correspond à la boîte crânienne qui est osseuse et inextensible. Le contenu, quant à lui, se présente par trois secteurs, névrax, vaisseau et l'enceinte ventriculo-sous-arachnoïdienne qui renferme le LCR. Ce contenu est soumis à une tension précise et constante. D'où la loi de Monro-Kelly, qui dit que la somme du volume du parenchyme nerveux ou la cérébrale, plus le volume du secteur vasculaire, plus le volume du LCR, est une valeur constante. Et la stabilité de la pression intracrânienne nécessite que toute variation du volume d'un secteur soit compensée par l'autre. Par exemple, s'il y a croissance du parenchyme cérébral au cours de la vie, le LCR va sentir la pression qui s'élève et son volume sera réduit par drainage. Vous voyez? Et ainsi, l'organisme maintient son homéostasie. Bien sûr, les pourcentages ou là les rapports des secteurs contenus dans le crâne varient selon les individus en fonction de l'âge, la taille, etc. À côté de ces phénomènes statiques de régulation et de compensation, il existe des phénomènes cinétiques qui se présentent par des oscillations ou là des ondes permanentes et variantes de la pression intracrânienne. Ces ondes sont transmises par le secteur vasculaire sanguin. On cite par exemple les ondes de Mayer. Ces phénomènes sont physiologiques et sont en rapport avec la circulation sanguine intracrânienne. Dans ce contexte, on cite les trois relations qui déterminent la pression de perfusion cérébrale. C'est la pression ou la tension qu'exerce le sang à l'intérieur du crâne. La circulation cérébrale donc intervient dans la pression intracrânienne et est déterminée par les trois relations qui sont la pression de perfusion cérébrale, le débit sanguin cérébral et la consommation en oxygène. On commence par la pression sanguine de perfusion cérébrale. Alors, elle est calculée par la pression artérielle cérébrale moins la pression veineuse cérébrale. Et pour mesurer cette pression de perfusion cérébrale, on assimile la pression artérielle cérébrale à la pression artérielle moyenne périphérique et on assimile la pression veineuse cérébrale à la pression intracrânienne. Je répète, c'est-à-dire pour calculer la pression de perfusion cérébrale, la pression de perfusion sanguine cérébrale, on assimile la pression artérielle cérébrale à la pression artérielle moyenne périphérique, mais sur un sujet en position couchée, yani en position de décubitus. Et on assimile la pression veineuse cérébrale à la pression intracrânienne. La pression intracrânienne étant connue. On verra tout à l'heure comment elle est mesurée. Cette pression de perfusion cérébrale peut être aussi mesurée par le Doppler transcrânien. C'est-à-dire, elle peut être mesurée par cette méthode manuelle ou là par le DTC, le Doppler transcrânien. Pour le débit sanguin cérébral, qui est aussi un facteur déterminant de la pression intracrânienne, il subit une autorégulation qui le maintient stable et équilibré par modification des résistances vasculaires cérébrales.
Donc, si la résistance augmente, le débit sanguin diminue et donc la tension intracrânienne sera équilibrée. Le troisième facteur déterminant, c'est bien l'apport d'oxygène, qui est l'ultime fonction à préserver et à protéger au cours de l'HTIC. Comment effectuer la mesure de la pression intracrânienne? On mesure cette pression en introduisant un capteur en intraparenchymateux jusqu'au niveau du ventricule latéral droit ou gauche, appelé aussi dérivation ventriculaire externe droite ou gauche, selon le côté lésé pour mieux apprécier la pression intracrânienne. Quelles sont les indications de la pression intracrânienne? En clinique, cette dernière n'est pas la mesure de première intention. Elle est indiquée uniquement en cas de doute ou suspicion radiologique ou clinique, non confirmée. Dans le cas d'un patient sédaté ou engourdi, nécessité du contrôle neurologique ou hydrocéphalie. C'est une pathologie qui signifie l'augmentation du LCR. L'examen de première intention devant les signes de l'HTIC est plutôt l'IRM cérébral. Elle peut révéler la présence d'hématomes, de tumeurs, d'un ventricule dilaté ou autre. Le scanner, quant à lui, donne peu de renseignements car ne distingue pas entre les différentes densités contenues en intracrânien. Maintenant, on va passer finalement à la définition de l'HTIC. C'est quoi l'hypertension intracrânienne? Alors, par définition, c'est l'ensemble de symptômes qui traduisent l'augmentation de la pression à l'intérieur du crâne, au-delà de 20 mm de mercure, par augmentation du volume de l'un de ces compartiments. C'est-à-dire, il suffit qu'un compartiment augmente de volume pour créer le surplus de tension à l'intérieur de cette boîte crânienne qui est inextensible et qui ne peut donc s'élargir en réponse à cette hypertension, alternant ainsi l'homéostasie du système nerveux et donc apparition du dysfonctionnement cérébral. Quels sont les principaux mécanismes et étiologies de l'HTIC? Premier mécanisme, augmentation du volume sanguin cérébral. Deuxième mécanisme, augmentation du volume parenchymateux. Troisième mécanisme, augmentation du LCR. Dans le premier cas de figure, l'HTIC peut être secondaire à une vasodilatation, à une hypertension artérielle maligne, à un accident vasculo-cérébral ou une hyperthermie. Il faut savoir que l'hyperthermie engendre l'hyperperméabilité vasculaire et donc l'augmentation du volume sanguin. Deuxième mécanisme, le volume parenchymateux peut augmenter de volume par un abcès, par un œdème cérébral suite à un traumatisme ou par une tumeur. Le liquide céphalorachidien, quant à lui, peut augmenter de volume par perte de contrôle ou, comme dans le cas de l'hydrocéphalie obstructive, le liquide céphalorachidien augmente de volume en amont d'un obstacle ventriculaire. Cet obstacle peut être un hématome ou un processus expansif pouvant obstruer les espaces qui acheminent le LCR. Pour les mécanismes de compensation, en cas d'HTIC compensé, dont le corps essaye de combattre ce dérèglement et s'adapter avec le trouble qui a donné l'hypertension intracrânienne, on a principalement l'intervention du secteur liquidien, qui sera drainé ou résorbé par les granulations de Paccioni. Secondairement, on a l'intervention du secteur vasculaire, qui fait une vasoconstriction afin de réduire sa pression intracrânienne. Et très rarement, il y a l'intervention du secteur parenchymateux qui, dans la situation supercritique, réduit son volume par démyélinisation. Maintenant, on va passer à l'examen clinique. L'HTIC peut être compensé ou décompensé. Et là, c'est le stade des complications. L'HTIC compensé est classé en 3 stades, légère, sévère ou extrême. Pour l'HTIC légère, elle se manifeste par des céphalées, des vomissements, un flou visuel, ralentissement psychomoteur ou la fatigue, confusion
ou une désorientation du malade. L'HTIC sévère se caractérise par une somnolence, des bâillements, atteinte des nerfs crâniens et coma. L'HTIC extrême associe des troubles du rythme cardiaque, diabète insipide, bradycardie et hypertension artérielle. Généralement, si le patient présente des céphalées accompagnées à des vomissements et un flou visuel, il risque d'avoir une HTIC. Pour les céphalées, ce sont des maux de tête intermittents mais peuvent s'aggraver progressivement. De localisation fronto-orbitaire, c'est-à-dire au niveau du front et autour des yeux, ou elle peut être occipitale, sans que cette localisation oriente vers une lésion précise. Les céphalées peuvent avoir un caractère positionnel révélé par une posture ou là un mouvement qui déclenche ou intensifie la douleur, ce qui peut évoquer une lésion intraventriculaire ou mobile. Et là, j'ouvre deux petites parenthèses pour le syndrome de Brown, qui est une lésion intraventriculaire qui bloque de façon passagère la circulation du LCR entre le canal épendymère et le V4. C'est un syndrome qui se caractérise par des céphalées brutales et intenses, des vomissements, des vertiges qui se déclenchent par les mouvements brusques de la tête. Les céphalées, dans les formes évoluées, sont rebelles aux antalgiques, c'est-à-dire elles y résistent. Elles sont soulagées par les vomissements qui les accompagnent souvent. Et là, on passe au deuxième signe, ce sont les vomissements. Les vomissements sont brutaux, surviennent en jet, peuvent apparaître même en premier, notamment chez l'enfant, ce qui peut orienter à tort vers une pathologie digestive, or que c'est d'origine HTIC. Le troisième signe de l'HTIC, ce sont les troubles visuels. Alors, ce sont concomitants aux signes précédents, apparaissent suite à la souffrance du nerf optique, qu'entraîne l'HTIC par sa compression. Ces troubles visuels sont en rapport principalement avec une diplopie horizontale, qui est due à la paralysie du 6e nerf crânien, ou là, l'oculomoteur externe. Cette diplopie se traduit par une double vision, c'est-à-dire la personne perçoit deux images pour un seul objet. Ou plus rarement, on peut avoir l'atteinte du nerf 3, l'oculomoteur commun. On peut avoir aussi les éclipses visuelles intermittents. C'est la disparition totale de la vision pour quelques secondes, c'est-à-dire le patient se sent aveugle, après il reprend et il voit normalement. Il faut savoir que ces éclipses traduisent un risque d'ischémie du nerf optique dans les cas d'HTIC qui a évolué depuis plusieurs semaines ou mois. Le principal signe qui peut révéler la présence d'HTIC sur le plan ophtalmologique, c'est bien l'œdème papillaire. Donc, on doit faire un examen ophtalmologique à la recherche d'un œdème papillaire. Un diagnostic différentiel concernant la papillite, qui est l'inflammation de la papille de l'œil ou papille du nerf optique. Dans cette inflammation, on assiste à une baisse rapide de l'acuité visuelle. Du jour au lendemain, il se passe mes chauffe. Et cette inflammation donne notamment un œdème papillaire. Donc, maintenant, la différence, c'est que l'HTIC donne un œdème papillaire à long terme, où l'acuité visuelle s'installe progressivement pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, à l'opposé de la papillite qui se traduit par une baisse rapide et brutale de l'acuité visuelle. Et le dernier paroxysme ou aggravation qu'on peut avoir sur le plan ophtalmologique dans ce syndrome d'HTIC, c'est l'atrophie optique, c'est-à-dire le nerf optique va s'atrophier. C'est un signe irréversible qui se complique d'une cécité. Autres signes qui sont moins évocateurs mais peuvent apparaître dans l'HIC évolué. On a les acouphènes qui peuvent être à type de grésillement ou bourdonnement, des vertiges, une instabilité. Alors on a le patient du compte très instable avec des troubles psychiques,
comme l'irritabilité, modification du caractère, modification vasomotrice du visage, avec une pâleur. Maintenant, on va voir l'HTIC décompensé. Il faut imaginer dans ce stade que le corps ne peut plus compenser cette hypertension en intracrânien. Ça y est, il est dépassé. Alors les phénomènes cliniques qu'on vient de citer dans l'HIC compensé deviennent concomitants avec des ondes de pression intracrânienne qui apparaissent et disparaissent, entraînant des crises anoxo-ischémiques caractérisées par une asthénie intense, des troubles de vigilance avec perte du tonus musculaire entraînant la chute sans mouvement clonique. C'est-à-dire le patient est chez, normalement, d'un seul coup, il tombe. Ces crises associent des troubles respiratoires et parfois une bradycardie pendant quelques minutes, puis le patient redevient conscient avec disparition des symptômes. Quelquefois, ces crises anoxo-ischémiques s'accompagnent de poussées hypertensives, une hypertension artérielle avec rougeur faciale. Il faut savoir que ces crises anoxo-ischémiques entraînent la chute sans mouvement clonique, à l'inverse des crises épileptiques qui accompagnent des mouvements tonico-cloniques. Donc, il faut différencier entre une commicialité et ces crises. Ces crises anoxo-ischémiques momentanées sont assez rares, mais telle forme de décompensation peut produire un coma aréactif, dont la gravité s'accompagne de signes irréversibles, donc c'est irrécupérable. On parle d'une aréflexie du tronc cérébral. Ces phénomènes sont secondaires à la souffrance du cerveau suite à l'ischémie et l'anoxie provoquée par la baisse de la pression de perfusion cérébrale. Les lésions encéphaliques. Sous l'effet de l'hyperpression en intracrânien, il va y avoir des déplacements des régions les plus touchées du cerveau, à travers des trous ou des incisures cérébrales, décrivant les engagements cérébraux. Ces engagements entraînent à des degrés divers et selon leur localisation, des troubles de la vigilance, des perturbations motrices et un dérèglement neurovégétatif. On peut avoir plusieurs engagements. On a l'engagement central, temporal, frontal ou appelé sous-falcoriel et l'engagement des amygdales cérébelleuses. On va commencer par l'engagement central. Donc, ce déplacement résulte de l'extériorisation à travers l'incisure tentoriale du diencéphale ou foramen ovale de Pacchioni. Donc, c'est le déplacement du diencéphale. Secondairement aux lésions des deux loges hémisphériques. En fonction des symptômes, plusieurs niveaux de souffrance ont été décrits. Pour l'engagement central, 4 stades ont été décrits. Le stade de souffrance diencéphalique, le stade mésencéphalique, le stade pontique et le stade bulbaire. Le stade de souffrance diencéphalique associe des troubles de la vigilance pouvant aller de la somnolence jusqu'à la torpeur ou engourdissement, puis un coma souvent accompagné de phénomènes de grattage de la région du nez ou de la région pubienne. Il apparaît notamment des troubles du tonus musculaire, à type d'hypertonie, des spasmes et des réactions de décortication puis de décérébration. Alors, la décortication et la décérébration sont de très mauvais pronostics et présentent le risque d'arrêt cardio-respiratoire. Pour la décortication, elle traduit une lésion sous-corticale et se traduit par une posture avec les bras fléchis ou croisés et repliés sur la poitrine avec extension des membres inférieurs. La décérébration, quant à elle, se traduit par une extension des membres supérieurs avec pronation ou rotation interne exagérée. Elle traduit une lésion du tronc cérébral qui est responsable du contrôle des fonctions vitales de l'organisme et de ce fait, la décérébration est plus grave que la décortication. Si vous voyez quelqu'un qui vous fait une décérébration, ça y est, il n'y a plus d'espoir, c'est le décès. La troisième caractéristique de la souffrance diencéphalique, ce sont les pupilles ponxiformes, c'est-à-dire les pupilles de l'œil sont très petites sur lesquelles le réflexe photomoteur est difficile à apprécier.
Quatrième caractéristique, la respiration de Cheyne-Stokes, qui est une respiration caractérisée par l'alternance de périodes d'apnée et d'hyperpnée, c'est-à-dire une période dans laquelle le patient est en pause respiratoire suivie d'une respiration d'amplitude augmentée. Deuxième stade, c'est la souffrance mésencéphalique, caractérisée par un réflexe oculovestibulaire altéré. Tout d'abord, c'est quoi le réflexe oculovestibulaire? C'est un mouvement réflexe rapide des globes oculaires dans le sens inverse du mouvement de la tête. Regardez-moi cette vidéo. C'est-à-dire, si on tourne la tête à droite, les yeux vont tourner spontanément à gauche et vice-versa, afin de garder l'équilibre. Donc ce réflexe est un moyen de stabilisation du regard lors des mouvements de la tête. Dans le stade mésencéphalique, le réflexe oculovestibulaire est altéré, les pupilles de l'œil sont non réactives, des troubles respiratoires avec les oscillations de Cheyne-Stokes, c'est la respiration dont on a parlé, et un coma en réactivité motrice. Troisième stade de l'engagement central, c'est le stade pontique, qui associe une respiration rapide, un réflexe oculovestibulaire carrément aboli, une réactivité motrice plus faible. Pour le stade bulbaire, il associe une respiration ralentie, caractérisée par une apnée, en plus du phénomène de gasping, qui est une respiration inefficace, très lente, mais qui peut se confondre avec une respiration normale. Regardez cette vidéo. Dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, la victime peut présenter des mouvements pouvant être confondus avec des mouvements respiratoires. Mouvements lents, bruyants et anarchiques, appelés gasp. Ils ne doivent pas retarder la mise en œuvre de la réanimation cardio-pulmonaire. Si le SST a le moindre doute sur la présence pour la victime d'une respiration ou de gasp, il considère que la victime ne respire pas et elle est donc en arrêt cardiaque. Dans le stade bulbaire, on a également des pupilles dilatées à réactives et une tension artérielle basse. L'engagement temporal. Il comporte grosso modo des troubles de conscience, hémiparésie et mydriase. L'engagement frontal ou sous-falcoriel est caractérisé par une somnolence, agitation et troubles de comportement. Finalement, l'engagement des amygdales cérébelleuses par le trou occipital entraîne la compression du tronc cérébral et le bulbe, une instabilité cardio-circulatoire et des troubles du rythme respiratoire en résultent. Il associe le risque de la mort subite. Le diabète insipide est une complication de l'HTIC, résultat de l'atteinte hypophysaire et donc de l'altération des hormones qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Le traitement de l'hypertension artérielle est varié. On fait une intubation et une ventilation mécanique avec contrôle des voies aériennes supérieures. On fait le drainage veineux par tilt test. Alors, ce test consiste à incliner le lit du malade à 30 degrés afin d'améliorer le drainage veineux du cerveau. On prévient l'œdème par restriction hydrosodée, par osmothérapie. Alors, le but de l'osmothérapie est d'augmenter l'osmolarité plasmatique en injectant un sérum salé ou du mannitol pour créer un gradient osmolaire entre le cerveau et le secteur vasculaire au travers la barrière hémato-encéphalique qui doit à son tour être intacte et saine. Ce gradient aboutit à un mouvement d'eau du secteur cérébral extracellulaire vers le secteur vasculaire. Il en résulte une amélioration de la compliance cérébrale et donc chute de la pression intracrânienne en quelques minutes. L'osmothérapie constitue un bon traitement de l'œdème cérébral. Pour le principe de la capnie, le médecin va effectuer une ventilation mécanique qui aboutit à une hypocapnie, c'est-à-dire diminution de la quantité du CO2 dans le sang, suite à l'hyperventilation. Et donc, il y aura la baisse du pH sanguin
et une alcalose respiratoire. L'alcalose est un puissant vasoconstricteur qui va donc aboutir à la diminution de la pression de perfusion cérébrale et on aura la baisse de la tension intracrânienne. On doit notamment effectuer un drainage du liquide céphalorachidien afin de réduire son volume en intracrânien. Prévention des crises anoxo-ischémiques et maintien des fonctions vitales en luttant contre la fièvre, l'hypertension artérielle et l'hypo ou l'hyperglycémie. Pour le traitement chirurgical, il dépend de certaines mesures spécifiques. On doit prendre en considération l'emplacement de la lésion et son volume. Il peut s'agir d'un hématome extradural, un hématome sous-dural, hydrocéphalie, une tumeur ou une hypertension intracrânienne maligne incontrôlable qui nécessite une craniectomie décompressive. On doit aussi prendre en considération le GCS, Glasgow Coma Scale ou score de Glasgow. Finalement, pour suivre l'évolution de l'HTIC, on fait le test de Glasgow, on fait un CT scan, c'est la TDM, on cherche s'il y a une mydriase et bien sûr le pronostic est plus engagé chez une personne âgée. Finalement, on surveille la pyrexie ou la fièvre. En conclusion, le syndrome d'HTIC est un syndrome important à connaître, quel que soit notre parcours au futur, quelle que soit notre spécialité, on va être confronté un jour dans la pratique à ce syndrome. C'est tellement fréquent, c'est tellement le mode de révélation de beaucoup de pathologies tumorales, infectieuses, inflammatoires ou vasculaires qu'il faudrait le connaître. On a terminé, j'espère que je me suis fait comprendre et j'espère que la vidéo vous aurait plu. Merci pour votre attention.